Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 novembre 2025 et notre ami, notre frère, Laith Marouf, est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton « J'aime ». Vous pouvez voir l'adresse juste en dessous du nom de Laith. Vous voyez la vidéo « Free Palestine ». Vous pouvez y aller et soutenir ce que Laith essaie de faire. Il nous fournit des rapports que personne d'autre n'est capable de réaliser, car nous n'avons vu personne faire ce que Laith fait actuellement dans le sud du Liban, en rendant compte de ce qui se passe dans cette région, qui est l'un des principaux foyers de conflit au Moyen-Orient. Laith, en regardant ce qui s'est passé aux États-Unis, Al-Jilani se rend à Washington, il rencontre Donald Trump, et il dit qu'il est également en pourparlers directs avec les Israéliens. Quelle est ta compréhension de la situation? Les États-Unis étaient censés se retirer de Syrie, n'est-ce pas? Maintenant, il semble qu'ils y envoient davantage de soldats. Que se passe-t-il? Oui. Je veux dire, enfin tout est mis au grand jour. Et tu sais, Al-Jolani et son ministre des Affaires étrangères, quiconque regarde attentivement sa photo, peut voir qu'il s'agit en réalité d'Al-Baghdadi, l'ancien chef de l'État islamique, rasé et avec un peu de chirurgie esthétique pour retendre ses joues. Maintenant, nous savons que Oussama Ben Laden n'est jamais mort. Ils nous ont dit qu'ils l'avaient jeté à la mer. Mais il est fort probable qu'il se promène en Californie, là où il a tourné la plupart de ses vidéos censées venir de Tora Bora. Il est désormais clair que toutes les escouades de la mort wahhabite à travers le monde, Al-Qaïda, Daesh, HTS, Al-Shabaab en Somalie ou Boko Haram au Nigeria, sont maintenant utilisées pour justifier une invasion du Nigeria. Toutes ont été créées par les services de renseignement saoudiens et gérées par les services israéliens et la CIA. Vous savez, voir cet homme jouer au basket. Manifestement, il jouait au basket avec ses manipulateurs au début de sa carrière. Il est très à l'aise avec tous ces soldats et responsables du renseignement américain. La Maison-Blanche a déroulé le tapis rouge pour ce génocidaire, ce coupeur de tête, parce que c'est leur homme. Et il n'a pas seulement rencontré des responsables américains. Il a rencontré des responsables sionistes, l'AIPAC et d'autres organisations sionistes qui, comme nous le voyons maintenant, se filment en train de marcher dans les rues de Damas, d'entrer dans l'ancien quartier juif de Damas, d'entrer dans les temples que le gouvernement syrien a préservés pendant des décennies et de les profaner. Que peut-on dire de cet homme de plus? Il ne va certainement pas durer, car son rôle est simplement de créer suffisamment de divisions en Syrie pour que le pays ne puisse pas être recollé. Et il continuera à recruter massivement des minorités et à trancher des têtes jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Il me semble que c'est une manœuvre désespérée de la part du gouvernement turc. Ils essaient de « Qui est derrière Al-Jolani » Et pensez-vous qu'ils obtiendraient ce qu'ils veulent d'Israël, c'est-à-dire ne pas attaquer la Syrie, ne pas, vous savez, simplement abandonner les territoires qu'ils ont occupés dans le sud, pas seulement le plateau du Golan, mais au-delà, la partie méridionale de la Syrie. Je ne vois pas cela se produire avec la nouvelle attitude. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de comportement de la part du gouvernement turc? Parce que je ne vois pas Al-Jolani être séparé des politiques menées à Istanbul ou à Ankara. Oui, je veux dire, il est clair que nous voyons chaque jour des vidéos de soldats israéliens entrant dans des villages syriens et se promenant pendant que les miliciens du HTS restent là à regarder.
Il n'y aura donc jamais d'affrontement entre Al-Jolani et les Israéliens. Ils travaillent dans la même équipe. La Turquie travaille dans la même équipe. La Turquie obtient tout ce qu'elle veut en Syrie. Toutes les industries syriennes, qui étaient les principaux concurrents des produits turcs en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest, sont détruites. Et les industries turques n'ont plus de concurrents dans la région. Le pétrole et l'huile d'olive de Syrie, Alep, Idlib et la côte sont tous pillés. Nous l'avons vu pendant la saison de la récolte des olives. Ces milices arrivent et battent les habitants du pays, tout comme les colons en Cisjordanie. Elles volent leur pétrole et leur récolte d'olives pour les envoyer en Turquie. Et maintenant, c'est exporté comme si c'était un produit turc. Ainsi, la Turquie obtient tout ce qu'elle veut. Elle contrôle l'eau de l'Euphrate et du Tigre, sans aucune opposition du gouvernement syrien. En réalité, ils assèchent actuellement l'Euphrate et le Tigre. L'Irak en souffre énormément à cause de cela. Et la Syrie autrefois se battait pour les droits du fleuve, continuant à s'opposer à tout le pillage de l'eau par la Turquie. Vous savez, je ne vois rien d'autre que la Turquie puisse vouloir. Elle a vu le nord de la Syrie devenir une colonie kurde. Et donc, il se débarrasse de tous ses propres Kurdes. Tous ces Kurdes quittent la Turquie et s'installent, colonisent le nord-est de la Syrie. C'est donc parfait pour lui. De quoi d'autre la Turquie a-t-elle besoin d'Al-Jolani? Et les Russes sont contents. Ils récupèrent tout le gaz pillé. Tout le gaz de la Syrie est sous le contrôle de la Russie. Et qui sait où va l'argent? Le pétrole part chez les Américains. Les Israéliens obtiennent toute l'eau du plateau du Golan, du fleuve Yarmouk, du Jourdain, tout. Il ne reste donc plus rien en Syrie à se partager. Cet homme, Al-Jolani, ne gouverne rien d'autre que les ghettos des villes, où il n'y a ni industrie, ni agriculture, ni ressources naturelles. Laith, as-tu regardé la vidéo où Robert Ford, le diplomate américain, parle de la façon dont ils ont préparé Al-Jolani, en le rebrandant pour qu'il devienne le dirigeant, le président de la Syrie? Voici ce qu'il a dit, Laith. À partir de 2023, une organisation non gouvernementale britannique spécialisée dans la résolution des conflits m'a invité à les aider à faire sortir cet homme du monde du terrorisme pour l'amener vers la politique traditionnelle. Au début, je dois vous dire que j'étais très réticent à y aller. J'avais en tête des images de moi en combinaison orange, un couteau sous la gorge. Mais après avoir parlé à plusieurs personnes qui s'y étaient rendues, dont l'une l'avait rencontré, j'ai décidé de tenter ma chance. La première fois que je l'ai rencontré, son nom de guerre était Abdelkader Al-Jolani, mais son vrai nom est Ahmed Al-Shara, qu'il n'a révélé au monde qu'après avoir été capturé. Oui, on comprend l'idée. Laith, quel est le rôle du gouvernement britannique dans la région et jusqu'à quel point est-il impliqué? Et à quel point sont-ils liés à la CIA, si c'est le cas? Parce qu'il me semble que, lorsqu'il s'agit de cette région, on voit comment le gouvernement britannique a essayé de se rapprocher de la Turquie et comment il est capable de manipuler, comme l'a dit ce diplomate. Il a été contacté par le MI6, pas par la CIA. Quel est leur rôle? Que veulent-ils à ce placement? Oui, le rôle du renseignement britannique dans la région remonte aux années 1800, bien avant la Première Guerre mondiale. Le Bureau du renseignement britannique en Inde contrôlait une grande partie de l'activité dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie de l'Ouest. Ils ont, vous savez, hébergé et financé les familles royales qui y sont encore aujourd'hui, et ils les ont façonnées. Et bien sûr, ils ont attisé le feu du culte wahhabite. Ils ont utilisé le culte wahhabite dès la fin des années 1700 pour attaquer Najaf, Karbala, la Mecque et Médine,
puis de nouveau dans les années 1800 et encore pendant la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez, le rôle du renseignement britannique est très profond ici. Même si les Américains ont en quelque sorte hérité de tout l'Empire britannique à la fin de la Seconde Guerre mondiale en occupant Londres. L'histoire du renseignement britannique et de ses liens avec les familles régnantes du monde arabe est si profonde qu'on ne peut pas vraiment la remplacer. Nous savons bien sûr que les Five Eyes et tous les services de renseignement anglo-saxons sont en quelque sorte subordonnés à la CIA. Et cela continue. Dans les endroits où les Américains et les Britanniques ne peuvent pas agir, les Canadiens ou les Australiens interviennent et font autre chose. Souvent, dans les lieux où il y a trop d'attention portée sur le renseignement britannique ou américain, les Canadiens, avec leur image plus douce, peuvent recueillir des informations que les autres ne peuvent pas obtenir. Il y a donc toujours un rôle à jouer. Même le renseignement canadien en Syrie avait un rôle à jouer. Une grande partie de la direction des frères musulmans qui s'est développée en dehors de la Syrie se trouvait principalement au Royaume-Uni et au Canada. Quant aux Turcs, la Turquie semble aujourd'hui avoir oublié sa propre histoire. Comment les services de renseignement britanniques étaient derrière la révolte arabe, la soi-disant révolte arabe menée par les Hachémites, que nul autre mouvement arabe ne voulait soutenir. Ils ont trouvé les Hachémites et la famille Saoud pour les appuyer. Mais aujourd'hui, bien sûr, depuis au moins 15 ans, nous avons vu les services de renseignement turcs jouer un rôle crucial dans la destruction de la Syrie et dans leur relation avec les services britanniques, créant les casques blancs et d'autres initiatives de ce type qui ont été importantes et décisives dans la bataille, tant sur le plan de la propagande que du renseignement. Le tribunal britannique a rejeté l'appel des ONG palestiniennes concernant les pièces du F-35 exportées vers Israël. Tu sais, ils envoient ces pièces du F-35 à Israël. Ce qui m'étonne, Laith, c'est que beaucoup de gens en Occident affirment que les musulmans prennent le contrôle de l'Europe, qu'ils s'emparent de tout le pouvoir au Royaume-Uni. Mais quand on regarde les faits, ce n'est pas le cas. Ils continuent de soutenir Israël, en lui envoyant de l'aide, voire des armes. Alors quel est le rôle de la communauté musulmane au Royaume-Uni quand on observe cela? Il existe plusieurs générations d'immigrés musulmans au Royaume-Uni. Bien sûr, le groupe le plus ancien vient d'Asie du Sud, où les Britanniques occupaient le sous-continent indien. Ils ont été amenés soit pour travailler au Royaume-Uni, soit déplacés en raison de différentes guerres et d'autres circonstances liées au système de gouvernance impériale britannique jusqu'à ce qu'ils s'y installent. Certains d'entre eux, bien sûr, appartenaient à la classe ouvrière, mais il existait également toute une classe de collaborateurs en Asie du Sud qui fut ensuite engagée sous contrat en Afrique. Cette classe moyenne ou supérieure sud-asiatique qui se situait entre les dirigeants britanniques blancs et les Africains noirs. Ainsi, bon nombre des noms que nous voyons actuellement à la tête du Parti conservateur ou dans les partis libéral ou travaillistes sont des descendants de ces collaborateurs. Nous voyons même certains d'entre eux adopter des positions très anti-immigration, anti-musulmanes et pro-sionistes. Voilà pour cette partie. Ensuite, il y a eu une autre vague d'immigrants venus du monde musulman après la Seconde Guerre mondiale, puis une troisième vague accévée après la fin de l'Union soviétique et le début des guerres contre le terrorisme. Ce sont trois vagues distinctes, dont l'intégration et l'accès au pouvoir varient. Les seuls à avoir accès au pouvoir sont ceux issus de cette classe supérieure, qui a collaboré avec les impérialistes il y a longtemps.
et qui continuent de le faire. La grande majorité des musulmans au Royaume-Uni appartient à la classe ouvrière, et ils veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Ils comprennent que, quoi qu'ils fassent, même en votant, ils n'obtiendront pas de véritable représentation. C'est la grande majorité des musulmans au Royaume-Uni. Et ils sont utilisés comme boucs émissaires par les sionistes. Voyez-vous, une partie des objectifs de la guerre contre le terrorisme n'était pas seulement la destruction de tous ces pays et le pillage de leurs ressources, mais aussi d'empêcher l'intégration des musulmans dans les pays occidentaux. En l'an 2000, les populations musulmanes étaient bien plus nombreuses que les populations juives dans presque tous les pays occidentaux, à l'exception des États-Unis. Le cours normal de l'histoire aurait voulu que ces communautés s'intègrent, qu'elles se marient entre elles, qu'elles deviennent humoristes, musiciens ou autres producteurs culturels, et que les musulmans, comme d'autres groupes d'immigrés dans ces sociétés, soient acceptés comme des égaux. C'était une réalité dangereuse pour les sionistes. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée que les communautés musulmanes de ces pays puissent s'intégrer, car cela signifierait la fin du soutien au sionisme au sein de l'État. Il fallait donc créer une division, et les sionistes ont allumé ce feu de haine anti-immigration et anti-musulmane en Occident. Bien sûr, l'Occident est généralement raciste. Pour maximiser cela, pour diriger la grande majorité de la haine envers les personnes musulmanes, le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme ont été utilisés à cette fin. Et nous avons vu, au cours des 2 dernières années, une nouvelle vague de ce phénomène. Les sionistes veulent détruire chaque pays arabe souverain, chaque pays musulman souverain et capable de subvenir aux besoins de son peuple, ce qui entraîne une migration massive de ces pays vers les sociétés occidentales qui ne connaissent pas de guerre active. Vous voyez, les deux objectifs des sionistes se heurtent. Ils veulent empêcher l'intégration ou l'augmentation des populations musulmanes en Occident, tout en voulant détruire les pays musulmans. Ces deux choses ne vont pas ensemble. Et ainsi, nous voyons comment les sionistes sont incapables de gérer la situation. Elle leur échappe, tant sur les champs de bataille que dans les sociétés occidentales. Il y a des images qui sont récemment apparues, apparemment il y a 2 jours, montrant les Israéliens déployant des chars à la frontière avec le Liban. Comment voyez-vous la situation avec le Liban? Est-ce lié à une sorte d'opération terrestre? Qu'est-ce que c'est? Ou est-ce simplement un comportement normal? Ou bien se prépare-t-il à quelque chose à venir? Au cours des 2 derniers mois, les sionistes, soutenus par l'Occident, ont tenté de trouver des moyens de désarmer le Hezbollah en utilisant des mécanismes internes, que ce soit en essayant d'inciter les suprémacistes chrétiens fascistes à agir, ou en faisant pression sur l'armée pour qu'elle entre en confrontation avec sa propre population. Tous ces efforts ont échoué. Le Hezbollah s'est donc contenté d'observer l'Occident tenter toutes ces possibilités, et elles ont toutes échoué. À présent, le Hezbollah sait qu'il n'y a aucune pression interne sur lui, aucun concurrent. L'armée n'affrontera pas le Hezbollah et ne tuera pas ses propres citoyens. Le président veut que l'armée défende le pays et ses frontières. Par conséquent, toute la population est actuellement alignée derrière le Hezbollah et la résistance, et elle bénéficie de la légitimité de l'armée et du gouvernement. Les sionistes se retrouvent dans une position où, s'ils veulent désarmer le Hezbollah, ils n'ont d'autre choix que de le faire eux-mêmes. Et bien que ces mouvements de chars puissent donner l'impression qu'ils se préparent à envahir le sud Liban, j'en doute. Je pense que cela fait simplement partie
de la pression continue exercée sur le Hezbollah et l'État libanais. Si l'on regarde les tentatives passées des sionistes pour envahir le sud Liban depuis l'émergence du Hezbollah en 2006, ils n'ont pas pu avancer de plus de quelques kilomètres avant que toute leur force d'invasion ne soit détruite. De même, entre 2023 et le cessez-le-feu de la fin de 2024, l'armée israélienne n'a pu occuper aucun village, a à peine progressé et a de nouveau perdu des dizaines de chars et de véhicules blindés. Ainsi, une invasion par le sud à l'heure actuelle, après que les sionistes ont déjà détruit tous les villages de la ligne de front au sud Liban, serait une mission suicide. Parce que tout ce que le Hezbollah a à faire en ce moment, c'est de bombarder massivement ces villages déjà détruits à mesure que les Israéliens avancent. Et ce sera fini pour eux. Donc si l'on regarde la carte, les Israéliens occupent environ la moitié de la frontière du Liban avec la Syrie, presque jusqu'à la route principale entre Damas et Beyrouth. La seule autre option possible pour une invasion terrestre serait que les Israéliens descendent des contreforts du plateau du Golan et du mont Hermon directement dans la vallée de la Bekaa, en contournant tout le sud du Liban. Mais encore une fois, c'est une manœuvre très difficile à réaliser. Les Israéliens ont essayé en 1982 et se sont heurtés à une bataille majeure. C'est encore considéré comme la plus grande bataille de chars de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont perdu des dizaines de chars. Une force blindée entière a été pratiquement anéantie lors de cette bataille et ils ont été repoussés. Je pense que le Hezbollah serait capable de les repousser s'ils essayaient de refaire la même chose. Donc, la seule chose logique que je peux envisager, c'est qu'il pourrait y avoir une vaste campagne de bombardement aérien menée par les sionistes. Mais cela ne changera rien à l'équilibre des forces dans le pays. Nous avons vu certains rapports indiquant que le Hezbollah a reçu les armes dont il avait besoin pour se préparer à tout type d'attaque de la part des Israéliens. Dans quelle mesure le Hezbollah est-il aujourd'hui préparé sur le plan militaire, en termes d'armes, de missiles, vous savez, tous les moyens dont il aurait besoin pour affronter Israël s'il était attaqué et devait se défendre? Oui, je pense que je dis depuis la chute du gouvernement syrien que le Hezbollah est désormais encore plus armé qu'il ne l'était auparavant. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque le gouvernement syrien s'est effondré, toutes les caches d'armes appartenant à l'armée syrienne à travers le pays sont devenues un libre service. Non seulement les Israéliens ont attaqué ces caches, mais chaque villageois local a saisi tout ce qu'il pouvait attraper. Ensuite, ces armes se sont retrouvées sur le marché noir partout en Syrie, surtout dans les villages frontaliers avec le Liban, où l'on pouvait traverser facilement et acheter, au kilo, toutes les armes que l'on voulait. Il n'était même pas nécessaire de préciser le type, il suffisait de demander et on vous empilait tout ça. On pouvait acheter n'importe quoi, d'un petit pistolet à un char, d'accord? Et tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, c'est une chose. Le Hezbollah et la population locale au Liban ont acheté tout ce qu'ils pouvaient à ce moment-là sur le marché noir qui s'est formé après la chute du gouvernement syrien. L'autre chose, c'est que le Hezbollah possédait quelques usines d'armes en Syrie. Bien qu'il les ait abandonnées au départ, grâce au commerce pétrolier qui a lieu actuellement, le commerce pétrolier illégal entre la Syrie et le Liban, il faut savoir qu'il n'y a aucune importation officielle de pétrole ou de gaz vers la Syrie. Tout le gaz et le pétrole sont pillés par les Russes et les Américains. Ainsi, la seule manière pour le pays d'obtenir du gaz ou des produits pétroliers est la contrebande sur le marché noir à travers la frontière avec le Liban. Which meant that even HTS itself,
Ce qui signifiait que même le HTS lui-même, pour maintenir en mouvement ses chars, camions et véhicules blindés, avait besoin du pétrole introduit clandestinement depuis le Liban. D'accord? En échange de tout ce pétrole et de ces produits gaziers de contrebande, même le HTS a laissé le Hezbollah reprendre toutes ses usines à l'intérieur de la Syrie. Il s'agit donc d'usines d'armement. Le Hezbollah ne s'est pas seulement réarmé. Il a reconstruit ses usines de drones et de missiles guidés, celles qui se trouvaient en Syrie, désormais installées au Liban, et il produit tout ce dont il a besoin. Et tout ce qui doit être introduit clandestinement arrive ici très facilement, surtout sous le régime du HTS, car c'est la loi du plus fort, des bandits partout, et on peut soudoyer n'importe qui. Les États-Unis vont occuper une base aérienne près de Damas. Pourquoi ont-ils décidé d'aller dans cette zone précise? Et quelle est la signification stratégique d'un tel mouvement? Est-ce lié à la présence de la Russie en Syrie? Est-ce une manière de soutenir Israël? Ou bien, tout en soutenant Israël, veulent-ils également appuyer Israël dans son attaque contre l'Iran? Je pense que leur priorité absolue serait d'y construire des défenses aériennes pour protéger les Israéliens d'une éventuelle guerre future avec l'Iran. Beaucoup de drones et de missiles guidés passaient par cette route, depuis Damas, à travers le plateau du Golan, puis vers le sud. C'est l'un des trajets qu'empruntaient ces missiles et ces drones. Il est plus difficile pour les défenses aériennes israéliennes de surveiller les missiles et les drones venant de cette direction à cause du plateau du Golan. Mais désormais, les Israéliens ont également pris le mont Hermon et y installent leurs propres radars et équipements. Je pense qu'il s'agit surtout de positionner les défenses aériennes juste avant Damas, afin qu'elles puissent abattre tout ce qui se dirige vers les Israéliens. L'autre aspect, c'est que dans une situation où le gouvernement d'Al-Jawlani s'effondrerait, ce qui est l'un des scénarios les plus probables, le gouvernement ne pourrait plus fournir de services. Il ne contrôlerait plus réellement le pays, et ce serait l'anarchie totale. Tout le monde formerait des milices. À tout moment, le gouvernement d'Al-Jawlani pourrait s'effondrer. Il s'agit donc de disposer de la capacité d'occuper une partie cruciale du pays, qui pourrait séparer le sud et l'est de la capitale si Al-Jawlani ou son gouvernement venait à disparaître. Oui, tu sais, tu as mentionné que le gouvernement en Syrie est sur le point de s'effondrer. Mais cela créerait une situation où les États-Unis pourraient essayer de gérer le gouvernement pour les amener à suivre les politiques américaines dans la région. Je ne sais pas comment, Laith, mais en regardant Al-Jawlani lorsqu'il parlait au Washington Post, si je ne me trompe pas, il a dit qu'avant de parvenir à un quelconque accord, Israël devait se retirer de la partie sud de la Syrie. Mais quelle est sa capacité réelle? Quels leviers ont-ils pour que cela se produise? Et est-ce que quelqu'un écoute vraiment ces gens? Ou est-ce simplement une pure fantaisie du gouvernement turc, pensant pouvoir y parvenir grâce à ce genre de manœuvre d'Al-Jawlani pour Donald Trump? Oui, c'est juste que, tu sais, ils essaient de le faire passer pour quelqu'un qui n'est plus, eh bien, je ne veux pas employer un mot vulgaire, le prostitué des sionistes, tu vois? Ils essaient de le faire paraître comme s'il allait leur résister d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, dans sa déclaration, il n'a pas mentionné le plateau du Golan. Il parlait seulement des territoires occupés par les sionistes depuis le 8 décembre. Donc je pense que c'est la partie la plus cruciale de ce qu'il a dit et de pourquoi il l'a dit. Les sionistes lui demandaient de montrer qu'il se moquait du plateau du Golan, d'accord? Et c'est ce qu'il a fait. Cela fait partie de la propagande, de la façon dont elle est façonnée et présentée. Ces mots ne sont pas sortis de sa bouche. Ils lui ont été dictés par son conseiller pour répondre à cette question.
Tout cela est une mise en scène contrôlée. Et je veux dire, nous regardons ces vidéos. Tout le monde peut regarder ces vidéos de soldats israéliens parcourant des villages dans le sud de la Syrie, tandis que les soldats du HTS restent simplement là, les regardant fouiller les maisons des habitants, tirer en l'air et terroriser la population locale. Il n'y a donc pas de confrontation. Vous savez, Al-Jawlani est une création de la CIA. Ce n'est pas comme s'il se souciait vraiment de gouverner un pays, d'être président ou du bien-être de ce pays. Quand son maître lui dira « Maintenant, tu vas démissionner », il démissionnera et passera à autre chose, et la prochaine marionnette prendra la relève, à moins qu'il n'y ait une véritable révolte. Mais le pays est en ébullition. Chaque jour, des dizaines de jeunes femmes sont enlevées, en revenant de l'université, du travail, en allant au travail, à l'école. La population, en particulier la population sunnite dans les grandes villes en ce moment, est en ébullition. Et la population sunnite des grandes villes comme Damas et Alep constitue la classe d'affaires du pays, composée des classes moyennes et supérieures. Et si cette classe d'affaires n'est pas satisfaite, car la seule chose qui maintient généralement le calme sous une dictature, c'est que les affaires fonctionnent, alors il y a un problème. Si les affaires tournent, les classes moyennes et supérieures ne se retournent pas contre vous. Mais si vous n'êtes même pas capable d'offrir à cette classe parasitaire des opportunités économiques, elle finira aussi par se retourner contre vous et utilisera ces entreprises pour tenter de vous renverser. Voilà où nous en sommes. Toutes les minorités sont opposées à ce gouvernement. Et maintenant, les classes moyennes et supérieures sunnites commencent elles aussi à en avoir assez, car il n'y a plus de normalité. Il n'est même pas capable de fournir les services que le gouvernement Assad assurait pendant le blocus et la guerre. Laith, comment les gens au Liban perçoivent-ils l'Iran et son soutien? Tu as déjà mentionné que le gouvernement libanais bloque d'une certaine manière l'aide destinée au Sud pour reconstruire ce qui a été détruit lors des attaques israéliennes. Et ces destructions se poursuivent encore aujourd'hui dans le Sud, avec des frappes aériennes et des bombardements. Alors, comment les gens perçoivent-ils le comportement de l'Iran? L'Iran essaie-t-il réellement d'aider la population du sud du Liban? Oui, je pense que l'argent circule, que le gouvernement libanais ou la Banque centrale essaie de le bloquer ou non. Vous savez, ces dernières semaines, les sionistes et les impérialistes ont beaucoup porté leur attention sur Al-Qard al-Hassan, ce qui signifie le prêt béni. C'est une banque coopérative, gérée par le Hezbollah, où les gens peuvent contracter des prêts à taux zéro pour créer des entreprises, construire des maisons ou couvrir les frais de mariage ou de scolarité. Vous pouvez déposer votre or ou vos bijoux dans cette banque et elle vous donnera de l'argent pour que vous puissiez acheter plus de bijoux. Vous savez, c'est l'une des meilleures banques coopératives du pays et beaucoup de membres de la classe ouvrière, pas seulement les chiites, mais aussi des personnes d'autres confessions, y placent leur argent. Et je pense qu'au moins la moitié des clients d'Al-Qard al-Hassan ne sont pas chiites pour cette raison. Il n'existe aucune autre banque qui serve la classe ouvrière ayant besoin de ces prêts. C'est pourquoi ils essayent de l'interdire. Nous avons vu les Israéliens attaquer plusieurs succursales d'Al-Qard al-Hassan pendant la guerre. Et pourtant, Al-Qard al-Hassan a remboursé tous ses déposants. Chaque client a récupéré son argent, même après toutes ces attaques contre les agences. Il est maintenant possible que la Banque centrale tente d'interdire Al-Qard al-Hassan, ce qui nuirait bien sûr à la classe ouvrière ici au Liban. Cela fait partie de la stratégie que les sionistes et les Américains derrière eux
cherchent à mettre en œuvre. L'un de leurs objectifs tactiques est d'appauvrir le peuple libanais et ceux qui soutiennent la résistance, au point qu'ils ne puissent plus penser à résister lorsqu'ils essaient simplement de trouver de la nourriture, d'éviter la famine et d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, l'Iran essaie toujours de faire entrer de l'argent dans le pays et le Hezbollah s'en charge. Tout cela continue, mais c'est distinct de l'argent du peuple. Il existe désormais tout un programme par lequel le Hezbollah tente d'aider les gens à reconstruire, à fournir des fonds pour la reconstruction. Cependant, les Israéliens continuent d'attaquer ces efforts de reconstruction dans le sud. Le Hezbollah attend donc que la situation soit suffisamment sûre pour reconstruire. Et cela exigera soit que les Israéliens respectent le cessez-le-feu, ce qu'ils ne feront jamais, soit un retour à une guerre totale où les Israéliens subiraient de lourdes pertes et cesseraient d'attaquer le sud. Et si un jour, ils décident de reconstruire la partie sud du Liban, le gouvernement va-t-il assumer une partie du fardeau? Ou bien ne veut-il tout simplement pas s'impliquer dans la reconstruction du sud? Quelle est la position du gouvernement à ce sujet? En 2006, le gouvernement libanais n'a rien dépensé pour la reconstruction. Le Hezbollah a payé, je crois que c'était environ 5 ou 6 milliards de dollars, pour aider les gens à reconstruire leurs maisons. Ils ont reconstruit toutes les infrastructures détruites, entièrement à leurs frais. Et je ne m'attends pas à ce que le gouvernement libanais fasse mieux cette fois-ci. Il y a encore plus de destruction maintenant qu'en 2006. Le Hezbollah exige que le gouvernement fasse sa part, mais il n'y a pas de véritable gouvernement au Liban. Il ne fournit pas les services de base, éducation, santé, électricité. Même les feux de circulation ne fonctionnent pas. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il paye la facture de sitôt. Peut-être que si le Liban était un pays véritablement souverain, le gouvernement aiderait. Mais pour l'instant, je ne vois aucune possibilité que le gouvernement investisse de l'argent dans la reconstruction. Je pense qu'il en va de même pour Gaza et la situation là-bas. Penses-tu qu'il existe une sorte de plan, un signe qu'il y ait un plan pour la reconstruction de Gaza? Qu'est-ce qu'on en sait? La Cisjordanie, c'est pareil. Gaza, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on sait réellement à ce sujet? Oui, les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens. Ils ont tous dit qu'ils mettraient de l'argent si et quand le moment viendrait. Ce moment n'est pas encore arrivé. La guerre continue. Je doute que même si le Hamas remportait complètement cette guerre et que les Israéliens se retiraient, les Saoudiens veuillent dépenser leur argent pour reconstruire Gaza. Les Émiratis et les Saoudiens, en particulier, ne mettront de l'argent dans la reconstruction de Gaza que si Israël la contrôle. Ils sont à 100% pro-sionistes et ils ne veulent pas que la résistance donne l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit pour le peuple palestinien. La Cisjordanie, en réalité, personne ne regarde même la Cisjordanie. Il y a près de 300 000 Palestiniens sans abri en ce moment. Avec toute la destruction des principaux camps de réfugiés autour des villes de Cisjordanie et la dépopulation totale de plusieurs villages dans la vallée du Jourdain et les collines d'Hébron. Une partie de ce que nous avons vu en termes de destruction massive en Syrie, au Liban et en Palestine, il faut que les gens comprennent cela, surtout ceux qui ne viennent pas de la région. C'est qu'il n'y avait pratiquement personne sans abri. D'accord? Parce que les gens construisent des maisons multigénérationnelles. La famille agrandit simplement la maison sur le terrain, ajoute une autre section pour le premier fils, sa femme et leurs enfants, puis encore une autre, et ainsi de suite. Il y avait en fait une propriété multigénérationnelle des maisons.
Environ 90% des gens étaient propriétaires de leur logement. Très peu de personnes louaient réellement. Et l'Occident voulait effacer cette richesse multigénérationnelle investie dans les maisons et les terres, l'effacer complètement de la carte. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La destruction massive de la Syrie a rendu des millions de personnes sans abri, des gens qui ne l'avaient pas été depuis des générations. La même chose se produit aujourd'hui en Palestine et au Liban. Et construire une maison capable d'abriter une famille élargie demande beaucoup d'investissement. Il faudra encore une génération pour que les gens retrouvent ce niveau de confort. L'Occident ne veut même pas d'une pause dans la guerre pour permettre la reconstruction, car il veut que nous restions sans abri. Il veut que nous soyons faciles à déplacer, contraints de chercher des sources de revenus en travaillant pour l'Empire, ou de quitter complètement notre terre pour aller en Occident. Tel est l'objectif de cette destruction massive, effacer la richesse générationnelle qui existait dans la région. Je ne sais pas si tu as vu le reportage sur la BBC. D'après l'analyse des images satellites, les FDI ont détruit plus de 1500 bâtiments à Gaza depuis le début du cessez-le-feu. Cela montre que, tu sais, même s'ils commencent à reconstruire ou à rebâtir, cela ne veut rien dire, parce que Israël va simplement attaquer et tout détruire à nouveau. Et à moins qu'ils ne trouvent une solution permanente, il ne semble pas que le cessez-le-feu tienne. Je ne sais pas combien de temps les États-Unis vont continuer à soutenir ce soi-disant cessez-le-feu de Trump. Mais quelle est ta compréhension de la situation actuelle du cessez-le-feu à Gaza, Laith, avant que nous terminions cette session? Oui, c'est clairement temporaire. Cette guerre dure depuis plus d'un siècle, et elle continuera jusqu'à ce que la colonie sioniste cesse d'exister, ou que le peuple arabe dans son ensemble devienne, entre guillemets, comme les Indiens rouges que l'on a placés dans des réserves. Et comme nous le voyons, les peuples autochtones des États-Unis et du Canada résistent encore aujourd'hui, 400 ans plus tard, certains portant même les armes et affrontant l'armée canadienne. Cette guerre se poursuivra donc, car il s'agit d'un projet colonial qui n'a aucune légitimité à exister. Et les peuples autochtones le savent, ne l'ont pas accepté et ne l'accepteront jamais. Tout comme aucun autre être humain, aucune autre culture ne l'accepterait. Je pense donc que nous assisterons à un retour à la guerre totale. Qui sait quand? La normalité de ces morts et attaques quotidiennes perpétrées par les sionistes ne peut pas durer longtemps. Tout comme la normalité de cette situation ici au Liban touche désormais à sa fin. Si une guerre reprend ici au Liban, qui sait ce qu'il adviendra à Gaza? Qui sait comment les Yéménites et les Iraniens réagiront? Et est-ce qu'une partie de cette réaction, qu'elle vienne des Yéménites, des Iraniens ou du Liban lui-même, aura un impact sur le front de Gaza? Je pense que oui. Comment et quel en sera le résultat sont des choses, bien sûr, que nous ne pouvons pas calculer pour le moment. Mais je pense que s'il y a un retour à une guerre totale au Liban, nous pourrions voir la résistance à Gaza se joindre au combat, ne serait-ce que par gratitude et en signe de revanche pour le soutien que le peuple libanais et la résistance libanaise ont apporté à Gaza. Donc vous savez, ce cessez-le-feu n'est que temporaire et la guerre continuera. Merci beaucoup, Leth. Mais toujours un pari avec toi. Merci beaucoup, Nima Al-Korshid. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.